la question de la connaissance. Qu'est-ce qu'on peut connaître? Est-ce qu'une base d'information est cohérente ou pas, hein? Quelle est la qualité de l'information? Ce sont des questions essentielles en intelligence artificielle, mais des questions essentielles qu'on va trouver dans le cours d'histoire ou dans un cours de géographie ou dans n'importe quel cours. Bonjour tout le monde et merci d'être avec nous une nouvelle fois donc pour cette première édition du Geek Summit ce jour 1. Donc ici nous allons entamer une discussion, plutôt un débat, sur comment décloisonner le programme éducatif grâce au numérique. Et je ne suis pas seule car je suis entourée non seulement de 2 personnes en présentiel mais aussi une personne en direct de Montréal. Donc ici en tout cas nous avons Giovanni Briganti de AI for Health, lead de AI for Health. Comment ça va? Très bien, vous. Top, merci. Merci pour l'invitation. Il n'y a aucun souci, merci d'être présent. Et puis à ma droite, nous avons Nathanaël Ackerman, General Manager de AI for Belgium. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Et en direct aussi de Montréal, nous avons Chris Isaac Lanter, donc du département Physics John About College. Comment allez-vous? Merci. Pour moi, c'est bon matin. Ça va très bien. Content d'être ici. Effectivement, il est quelle heure chez vous? Il est 9 h le matin, là, donc c'est ça, j'ai déjeuné, ça va bien. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, merci d'être présent aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par une introduction pour comprendre un petit peu exactement qui est présent avec nous. Donc voilà, Chris, je vous laisse la parole. Oh, merci beaucoup. Je vais partager mon écran et présenter un peu quelques questions sur notre grand débat. Vous voyez bien mon écran? Oui. Oui, voilà. Ben, c'est ça. On va parler un peu de ce thème-là. Tout de suite, c'est un débat, donc qu'on se fait des choses pour mettre en question toutes ces questions-là. Donc, est-ce qu'on va décloisonner le programme éducatif ou est-ce que c'est déjà décloisonné, disons, avec les effets de COVID et tout ça, beaucoup de choses changent très vite. Puis quand on va parler du numérique dans l'éducation, il y a 2 aspects. Il y a les outils qui utilisent pour mieux livrer le contenu qui existe. Mais c'est du contenu existant, non numérique, la chimie, la biologie, des choses comme ça. Mais d'un autre côté, pour le numérique, on veut que les étudiants apprennent sur le numérique. Donc, c'est comme 2 aspects de comment on va introduire le numérique dans l'éducation. Un peu mon background, pourquoi je pourrais parler avec un peu d'autorité sur ces sujets. J'ai un background en industriel, les startups, et toute cette interaction entre les technologies et les nouvelles opportunités pour les utiliser dans l'industrie et l'éducation. Professeur en physique, là, c'est la question de la littératie numérique. Je peux vous montrer quelques petits exemples d'utiliser le numérique dans l'éducation que j'ai fait moi-même. Et surtout, les derniers 2 points, la déclaration de morale sur le IA responsable. Donc, on parle de numérique, des aspects les plus avancés du numérique, c'est bien l'intelligence artificielle. Et il y a toutes sortes de mises en garde autour de ça. Et finalement, vu que je suis responsable d'un axe d'éducation dans cet organisme sur l'IA, on va parler un peu de comment on essaie de poursuivre cette question de l'éthique en IA spécifiquement pour l'éducation. On va passer très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps finalement avec nos délais. Voici quelque chose imprimé en 3D qui utilise des téléphones cellulaires pour comprendre la physique, la gravité, les mouvements. Pour les étudiants, ils apprennent comment faire l'impression 3D, la modélisation en 3D, et finalement, on peut produire en masse des appareils imprimés en 3D qu'on peut partager mondialement simplement en envoyant des fichiers 3D pour que toutes sortes d'écoles puissent les imprimer et les utiliser et apprendre un peu plus sur le numérique.
Je vais sauter tout de suite au deuxième sujet. On pourra parler davantage du premier, mais dans un autre contexte. Le IA responsable, c'est ça, le numérique dans l'intelligence artificielle, c'est très, très puissant comme outil. On ne sait pas encore toutes les conséquences que ça va avoir sur notre société. À Montréal, il y a eu une déclaration sur toutes ces questions-là, produite dans plusieurs langages, signée par des gens partout sur la planète. Toutes sortes de principes de mise en garde, qu'est-ce qui est important pour la vie privée, pour le bien-être, l'équité, la responsabilité. Donc, c'est des questions générales pour toutes les IA. Nous, on essaie de pencher ces questions sur le côté de l'éducation. Récemment, à Montréal, il y a un observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA, dont je fais partie. Il y a plein de monde on essaie d'appliquer ces questions du Déclaration de Montréal dans toutes sortes de domaines. On fait toutes sortes d'activités, délibérations, veille, enquêtes, etc. Plusieurs axes de recherche, entre autres santé durable, comme mon collègue va présenter bientôt là-dessus, peut-être ou au moins un background là-dedans. Et on voit à la fin éducation et capacitation, dont je suis responsable. Un projet qu'on a commencé pour comprendre qu'est-ce qui se passe en éducation et le IA et les effets, c'est quoi les mises en garde, c'est quoi les opportunités, c'est de faire une cartographie dynamique du IA, ce que je vous présente maintenant. Pourquoi on fait ça? C'est d'abord, on est un observatoire, on veut observer qu'est-ce qui se passe. C'est quoi les outils qui existent et c'est surtout mondial que ces effets de big data, c'est une accumulation sur beaucoup de données, de beaucoup de places différentes sur la planète que ça se développe. Et c'est pour la société, donc c'est une plateforme ouverte, n'importe qui puisse consulter ou contribuer à cette plateforme-là. Que je vous montre très vite, on a fait recension, il y a à peu près 200 entrées d'outils de IA qui s'utilisent dans l'éducation et des projets de recherche liés à l'éducation. Voilà un peu l'aperçu du site web là-dessus. Toutes sortes d'outils avec un peu une description de ils sont dans quel domaine pour le primaire, le scolaire, où est logé le siège social de cet outil-là. Ils sont un peu partout sur la planète. Puis, breakdown pour chaque outil, pour chaque catégorie d'outils, il y a combien d'entrées dans notre base de données. Et tout ça, ça change avec le temps qu'on développe dessus. Finalement, à contribuer, on invite tout le monde à contribuer là-dessus. Là, c'est vraiment en collaboration qu'on va comprendre et saisir qu'est-ce qui se passe et où on devrait se pencher ou faire une emphase pour les développements futurs. Voilà, c'est un appel de collaboration d'autres qui veulent participer ou faire des élaborations stratégiques ensemble. C'est comme ça que ça va avancer, ces questions-là. Donc, très vite, on voit beaucoup de transferts technologiques parmi les startups. Il y a la question des modèles d'affaires et comment ça interagit avec le bien-être des étudiants ou les buts pédagogiques. Dans l'enseignement, il y a déjà beaucoup d'innovations qui se font encore plus vite avec le COVID, autant du secteur privé que du communautaire. Et voilà, on arrive aux grands outils. Il y a la mise en garde du IA responsable et même notre grand travail de cartographie dynamique, c'est juste un préliminaire pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup à faire et à comprendre dans tout ça. Donc, conclusion, je pense qu'on est déjà décloisonné au niveau de comment décloisonner, c'est moins la question. Plus grande question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça, où on veut aller. Les effets bénéfiques, c'est facile à identifier. Les effets néfastes, c'est pas si évident à identifier, à trouver un consensus que tout le monde trouve ça bon ou pas bon. Qu'est-ce qui sont les priorités? Donc, comment on peut prendre soin de nos jeunes? C'est en dialogue, en délibération, comme on fait à notre observatoire, actif, transparent, collaboratif avec d'autres partenaires et d'autres organes qui s'intéressent à ces questions-là. Donc, je pense que c'est assez pour démarrer notre discussion. Merci. Super. Merci beaucoup. Tout le monde qui sont venus ce matin pour nous écouter. Je vous passe la parole. C'est bien, merci pour votre présentation.
Je vais juste donc revenir sur nos présents, sur les personnes qui sont présentes. Donc, est-ce que vous pouvez, vous aussi, de votre côté, expliquer ce qu'est AA for Health et AA for Belgium? Alors, merci Giovanni, je vais commencer. Donc, AI for Belgium, c'est une coalition de 300 organisations au niveau belge qui accompagnent la transition que l'avènement des technologies d'intelligence artificielle induit. Et on organise beaucoup d'événements, beaucoup d'événements de sensibilisation aussi, et notamment un certain nombre de working groups au niveau national qui sont soit verticaux, soit horizontaux. Et donc sur les verticales, on a la santé que Giovanni lead, on a les applications pour le gouvernement, on a la mobilité, on a l'énergie, donc les grands challenges sociétaux. Et puis sur les transversaux, on a tout ce qui concerne l'éthique et le droit, comme Chris vient de l'évoquer, c'est absolument fondamental, mais aussi le futur des métiers et les compétences. Et donc on va parler aujourd'hui de ces working groups, des réflexions qu'on a au niveau de ces working groups, en sachant qu'on n'est pas là pour pousser la technologie, mais plutôt accompagner la transition sociétale, économique, éducative que ces technologies induisent. Okay. Voilà, Nathanaël donc vraiment coordonne cette grosse initiative et comme il a dit, donc moi je m'occupe vraiment de la partie santé, en quoi l'intelligence artificielle va nous aider en santé. Et un des challenges qui relie notre défi en santé avec le thème abordé aujourd'hui, c'est le fait de comment est-ce qu'on va utiliser le digital pour finalement renouveler les compétences, la manière d'apprendre. Dans notre cas, c'est les futurs médecins, les étudiants en médecine, mais des réflexions qui nous poussent à étendre ce domaine de réflexion vers l'enseignement général. Et au niveau du challenge de comment former le citoyen du futur, finalement le digital a beaucoup apporté dans ce domaine et c'est une des questions que nous nous posons à AI for Health, qui est donc un groupe de travail au sein de la grosse initiative nationale soutenue par le gouvernement fédéral qui est AI for Belgium. Voilà. Merci beaucoup. Et justement, pour revenir avec, c'est quoi exactement décloisonner un programme éducatif? Est-ce que vous rejoignez peut-être la vision d'Isaac? Est-ce que vous voyez ça d'une autre manière? Je suis très content de savoir qu'au Canada tout se passe bien, mais chez nous on a quelques difficultés. C'est-à-dire que les sections au sein des écoles sont beaucoup trop divisées en silos. Nous avons les classiciens, ceux qui étudient le latin, le grec, nous avons les scientifiques, nous avons d'autres sections plus techniques, mais finalement c'est des citoyens que nous devons, des futurs citoyens que nous préparons à assumer des problématiques qui sont transversales, et donc c'est pour ça qu'un décloisonnement est nécessaire, en tout cas en Belgique, pour permettre, grâce au digital, à des futurs citoyens, à des étudiants du secondaire, même au-delà, même à l'université, de découvrir d'autres mondes que dans lequel nous nous trouvons dans notre cursus. Quand nous sommes étudiants, nous sommes vraiment focalisés dans une seule section. Le digital peut fournir des ressources pour que les étudiants découvrent d'autres horizons. Et c'est pour moi ça vraiment l'enjeu dont il faut discuter aujourd'hui, c'est vraiment comment ce digital peut nous amener à permettre aux étudiants de découvrir différents horizons. Mais justement, comment alors introduire l'intelligence artificielle dans l'enseignement? Surtout qu'aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup de personnes ont peur justement que l'intelligence artificielle puisse remplacer le modèle du professeur, le rôle même du professeur. Nous, au fait, j'ai l'impression qu'on mise énormément sur la relation élève-professeur. Et donc, voilà, comment rassurer les gens, en fait? Mais Nathanaël va vraiment certainement l'expliquer, mais l'intelligence artificielle est un des domaines, une des problématiques qui nécessite une transversalité. C'est vraiment une thématique clé sur laquelle nous pouvons discuter aujourd'hui. Et c'est vrai qu'une thématique qui nécessite, comme l'intelligence artificielle, on peut même parler du climat, des compétences transversales peuvent être abordées via le digital. Nathanaël, je sais que tu as du vécu à ce niveau-là. Donc, Chris, si tu me permets, je vais intervenir en rebondissant sur un des points que tu as présenté. Donc, effectivement, on attend en termes d'outils de l'intelligence artificielle un complément à ce que les professeurs peuvent apporter,
comme, je dirais, le web a apporté aussi et a modifié fondamentalement, je dirais, le rapport à la connaissance, le rapport à l'apprentissage. Ce qui me semble intéressant et ce qu'on attend beaucoup des technologies d'intelligence artificielle, c'est la capacité de s'adapter, je dirais, à chacun des élèves, de pouvoir apprendre, identifier quelles sont ses difficultés et donc complémenter le cours aussi en parallèle avec, je dirais, des exercices qui soient adaptés et qui permettent effectivement d'évoluer ou de mieux se connaître. Mais ça vient vraiment en complément. Donc le rôle du professeur est fondamental. Il doit simplement intégrer ces technologies aussi et pouvoir compléter sa palette d'outils. Mais ce qui me semble le plus intéressant, c'est en quoi l'intelligence artificielle ou le digital, si on essaye de l'apprendre, en fait, nous donne des clés pour la pédagogie. Et on se rend compte en réalité que si on doit apprendre à une machine à faire des choses, disons, intelligentes, pour faire simple, en réalité, on peut en tirer beaucoup de leçons pour la pédagogie elle-même. Et je pense effectivement que pour le décloisonnement, et on n'est pas là pour donner des leçons aux professeurs, parce que ce sont des gens extrêmement investis qui ont justement cette vision transversale, etc. Mais la question même du digital et de l'enseignement du digital au niveau du primaire et du secondaire me paraît essentielle. Et pourquoi? Parce qu'elle aborde justement des compétences qui sont elles-mêmes transversales et qu'on va pouvoir identifier et exemplifier dans chacun des cours. On peut rapidement donner quelques exemples. La question de la connaissance, qu'est-ce qu'on peut connaître? Est-ce qu'une base d'information est cohérente ou pas, hein? Quelle est la qualité de l'information? Ce sont des questions essentielles en intelligence artificielle, mais des questions essentielles qu'on va trouver dans le cours d'histoire ou dans un cours de géographie ou dans n'importe quel cours. La question de la logique, est-ce que mon raisonnement tient la route? C'est une compétence de base de la digitalisation, de l'intelligence artificielle, mais qu'on va retrouver aussi dans chacun des cours. Alors je ne dis pas qu'on ne les aborde pas, mais on ne les aborde peut-être pas de manière assez transversale. Et donc l'idée, c'est peut-être d'avoir un cours qui soit transversal, justement, qui aborde ce type de compétences comme la problématisation, la logique, la gestion de projet, ou même les sciences cognitives. C'est-à-dire, quel type d'intelligence j'ai, comment je retiens, est-ce que je suis plus visuel, plus auditif, par exemple. Toutes ces compétences-là sont des compétences qu'on aborde quand on étudie l'intelligence artificielle et qui pourraient, à mon sens, bénéficier vraiment des programmes d'enseignement au niveau primaire et secondaire. Je ne sais pas si vous voulez peut-être rebondir sur ce sujet. Ah oui, plusieurs sujets là-dedans. Ouais. Peut-être pour commencer, pour ne pas vous décourager, ça ne va pas tout à fait à Montréal non plus. dans disons, l'approbation, l'intégration des technologies dans les écoles, il y a toutes sortes de projets qui se font. Par exemple, simplement des outils que les étudiants puissent faire les devoirs en ligne. Chaque fois qu'ils répondent à la question correctement, c'est coché automatiquement. Il y a des variations dans les questions pour chaque étudiant. Ça, c'est une plateforme. Il y en a plusieurs comme ça qui existent. Il y a assez d'enseignants qui utilisent ces plateformes-là, mais ce n'est pas tout le monde. Puis ça, c'est même pas encore le IA, c'est simplement une plateforme qui automatise des choses comme ça. Donc, ça existe dans le sens que c'est décloisonné, c'est ouvert qu'on puisse introduire les outils numériques. Mais à quel point tous les professeurs ont les compétences de les utiliser, ont le temps de les intégrer, ça, c'est en évolution. Donc, pour nous, le défi, c'est pas qu'on n'a pas accès au système éducatif pour tous ces outils-là, mais c'est le temps de les intégrer. Et dans l'intégration, on ne doit pas oublier qu'il y a entre les élèves et les outils, il y a un humain, c'est le professeur. Donc, et cette personne-là a déjà les mains pleines. Nous sommes dans un état de grève maintenant au Québec autour de ces questions-là. Ça prend du temps à intégrer, à comprendre ces outils-là. Est-ce que vous avez une forme de réticence face à ça? Pardon? Est-ce qu'il y a une forme de réticence face à ces nouveaux outils pédagogiques? Les outils de réticence, mais pour certains enseignants, oui, parce que
ils ont été pas formés comme ça. Il y a question de formation et avoir des compétences transversales dont vous parlez. Et justement, c'est vrai, on a besoin que tous les enseignants aient cette compétence et cette confort avec ces outils-là. Je pense qu'une partie de la difficulté, c'est que les professeurs ont choisi d'être des professeurs parce qu'ils ont une certaine interaction, disons, maintenant classique, pré-COVID, dans laquelle on parle avec les étudiants en direct. Et là, ils sont demandés de faire quelque chose de différent qui n'a pas le même lien empathique avec les élèves. Donc, ça, je pense, c'est un des défis ou peut-être une source de résistance parmi le corps professoral. Puis, à l'autre côté, donc vous avez mentionné que le IA peut faire automatiser ou il peut s'adapter aux façons que les élèves apprennent. Et ça, c'est super fascinant et je pense que c'est très riche et intéressant. Et on est juste au commencement de comprendre ça et voir à quel point cette promesse infinie est vraiment bien et à quel point, quand on regarde dans les détails, il y a toujours des choses qui ne sont pas toujours idéales pour les étudiants. Donc, c'est un processus qui est ongoing, comme on dit en anglais, qui est en démarche encore. Et il reste beaucoup de questions ouvertes autour de qu'est-ce qui est bon pour le contenu et qu'est-ce qui reste le côté humaniste dans tout ça. Des questions très ouvertes. Effectivement, effectivement. Est-ce que vous voulez rebondir peut-être sur ça? Je rebondis vraiment sur un des éléments, notamment le choix de l'enseignant, de faire la profession d'enseignant. Mais peut-être le discours va aussi s'appliquer donc à la formation elle-même des enseignants et des futurs enseignants, de savoir gérer ce genre de défis et de transversaliser leur cursus. C'est quelque chose qui va nécessiter une formation non seulement des étudiants, mais aussi des enseignants. Donc les deux sont vraiment bilatéraux. Vous avez un avis? Donc moi, je continue à pousser pour effectivement l'intégration de manière transversale de ces compétences digitales ou plus de comprendre, je dirais, l'informatique en général, parce que je pense que ça va permettre effectivement de créer des liens entre les différents cours et surtout d'acquérir les compétences de base qui permettent de l'autonomie. Et donc, j'ai parlé, par exemple, de la capacité à identifier la qualité des données ou pas. On peut très bien imaginer qu'un cours de géographie soit basé sur l'accès à des bases de données géographiques, de géolocalisation. Tout le monde connaît les applications, par exemple, de Google Maps. On ne doit pas utiliser Google Maps nécessairement, mais les étudiants peuvent alors développer des projets dans chacun des domaines. On peut trouver des exemples pour chacun des cours en utilisant les compétences justement qui sont transversales, l'esprit critique, etc. Et une autre chose qui me semble intéressante et qui est peut-être pas assez mise en avant, je dirais, c'est toujours mis en avant par le professeur au sein de son cours, mais peut-être pas de manière transversale, c'est le caractère aussi un peu makers, si vous voulez, de la programmation, c'est-à-dire l'étudiant par lui-même, s'il a une idée, peut essayer de résoudre un problème et peut se corriger lui-même, voir si son programme donne quelque chose, être critique par rapport à ce qu'il a produit. Et cette approche de tester, rater, et de s'améliorer progressivement, qui est typiquement ce qu'on va avoir dans du machine learning, mais est aussi un élément, je dirais, essentiel pour la pédagogie et l'autonomisation. Et donc en réalité, parce qu'on parle souvent de fracture digitale, etc., est-ce que l'utilisation de ces outils ne va pas augmenter la fracture digitale? Je pense au contraire que ça va permettre de donner des outils d'autonomie à des classes sociales qui sont peut-être moins favorisées. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons devoir clore assez rapidement ce débat car nous avons pris du retard. Peut-être un petit mot pour la fin. Je regarde le chat est présent, mais il n'y a pas de questions, donc je crois que tout a été assez clair. Moi, j'aimerais juste une petite question pour un petit peu clore notre discussion, c'est vraiment, en quelques mots, comment voyez-vous l'avenir de l'enseignement numérique? Je t'en prie. Donc, dans mon impression, l'enseignement numérique va trouver son bonheur dans les thématiques qui aujourd'hui avaient déjà du mal à être abordées en présentiel.
Et vraiment pour rattacher cette question avec ce que nous abordons aujourd'hui, c'est véritablement les thématiques transversales qui peuvent relier les matières entre elles et permettre aux étudiants de découvrir de nouveaux horizons. Ça, c'est pour moi l'avenir du numérique, mais il faut, en résumé, former les futurs enseignants, former les futurs étudiants et avoir des directions d'écoles qui soient suffisamment preneuses d'un avenir numérique pour l'enseignement. Voilà. Isaac, vous aussi, vous avez quel est votre avis sur l'avenir de l'enseignement numérique en quelques mots? Ben, vous avez mentionné la fracture numérique. En même temps, il y a beaucoup de promesses dans les nouvelles technologies. Je pense le chemin par en avant, c'est la bienveillance et rester éveillé, à suivre, essayer de mesurer pour ne pas tomber dans le danger de possible fracture numérique est toujours là. Puis si on reste en veille contre ça, c'est la meilleure façon de continuer à collaborer et avoir des dialogues au public, inclure les étudiants même et leurs parents dans tout ce processus pour qu'on fait la bonne chose dans nos îlots, qu'on ne devient pas perdu, excité dans nos technologies, de rester présent et bienveillant à les questions de sens de l'humanité comme nous le connaissons présentement. C'est possible de le sauvegarder, mais ça va prendre qu'on travaille ensemble. Effectivement, merci beaucoup. Un petit mot aussi sur le futur de l'enseignement numérique, comment voyez-vous ça en quelques mots? Donc, moi, je le vois par l'acquisition des compétences transversales et des compétences de programmation, avec des projets dans chacun des cours qui permettent de proposer à chacun de l'autonomie, mais qui permettent aussi de l'intelligence collective, et sans doute un rôle du professeur qui va aussi plus vers l'accompagnement, vers aussi plus les soft skills, donc les questions d'empathie, les questions de créativité, les questions d'esprit critique. Et en réalité, on voit bien que les demandes ne sont pas uniquement de développer les compétences techniques, mais de plus en plus aussi ces compétences humaines, je dirais. Et donc l'intelligence artificielle nous permet aussi d'être beaucoup plus humains, et c'est cette opportunité-là qu'il faut prendre. Merci. Merci beaucoup, merci à tous, merci d'avoir été présents. Un bonjour de Montréal, donc un au revoir plutôt de Montréal. Merci d'avoir été présents.